Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et il y a un peu plus de 8h15, c'est Tristan Bréguier, conseiller régional de Bretagne, président du parti Renaissance dans le Finistère, qui nous a rejoint au micro de Bretagne 5 matin. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour. Alors, malgré les vicissitudes routières, vous êtes parmi nous en direct ce matin pour parler politique. Un climat politique tendu en ce moment en France avec ce qui se passe au Proche-Orient, avec l'attaque du Hamas contre Israël, la réplique d'Israël et ce climat sur, j'allais dire, presque le terrain ici en France. Est-ce que c'est de nature, j'ai posé la question déjà à quelques-uns de nos invités, est-ce que c'est de nature à vous inquiéter ? Bon, déjà, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un signal positif dimanche dernier. C'est la mobilisation de plus de 180 000 Français, à la fois à Paris, mais aussi dans toute la France et en Bretagne, pour signifier leur soutien et notre soutien aux valeurs de la République. Aux valeurs de la République et aussi à la lutte contre l'antisémitisme, mais aussi contre toute forme de haine religieuse, raciale, etc. Parce que c'est vrai qu'on est dans un moment complexe où on voit que la société est tendue et que des sujets qui, de base, sont complexes aussi, comme le conflit israélo-palestinien depuis de nombreuses décennies maintenant, font ressurgir en France ce que personne n'a envie de voir, en tout cas ce que nous ne voulions pas voir. Et donc c'est pour ça qu'il faut lutter ardemment pour notre République et pour notre démocratie qui doit continuer à perdurer et qui parfois, effectivement, avec certains discours vacillent. En tout cas, nous, on est toujours de ce côté-là, du côté des Républicains et du côté de la défense de nos valeurs. On a reproché au président de la République, Emmanuel Macron, de ne pas être venu à cette marche, à ce rassemblement. Est-ce que pour vous, il y a eu une faute politique ou c'était pas la place du président ? Il a fait son choix. Il a aussi rappelé dans un écrit, dans une lettre à destination des Françaises et des Français, son positionnement. Je crois que c'est un positionnement qui est clair. Et c'était un rassemblement qui était à l'initiative des deux présidents d'Assemblée, Yael Braun-Pivet pour l'Assemblée nationale et puis Gérard Larcher pour le Sénat. Il y avait énormément de personnalités. Je crois qu'on ne peut pas remettre en doute le soutien du président de la République à cette marche. Après, peut-être que son interprétation était celle d'être aussi au-dessus de la mêlée, si on peut dire comme ça. En tout cas, sa lettre était claire, à mon sens, et apportait un plein soutien à cette manifestation, et donc au soutien pour la République et contre l'antisémitisme. Alors, on a aussi eu beaucoup de prises de parole. On a vu LFI aussi, qui n'a pas voulu participer à cette marche, augurant du fait que le Rassemblement national y était, et LFI qui a parfois manquer de mots pour qualifier ce qui s'est passé en Israël. On a beaucoup pointé du doigt la parole des uns et des autres. Vous qui êtes dans la majorité présidentielle, comment vous recevez cette parole ou peut-être des termes qui ne sont pas employés par LFI? Est-ce que pour vous, LFI aurait peut-être gagné en prenant les bons mots, les bons termes? Moi, je trouve que LFI aujourd'hui fait passer son clientélisme électoral avant les principes républicains. Et ça, c'est très dommage, c'est même grave, parce que ça embarque tout un tas de personnes dans des voies qui sont très malheureuses et ça oppose les gens les uns aux autres. Et ça fait ressurgir aussi, je voyais une vidéo là dans le métro parisien de chants antisémites de manière absolument abominable. Et donc, des jeunes qui ont été arrêtés. Qui ont été arrêtés. Voilà, c'est bien heureux qu'ils aient été arrêtés, qu'ils soient jugés à due valeur de leurs actes pour qu'ils comprennent aussi ce qu'ils font. Mais oui, aujourd'hui, LFI est dans une logique qui est, je dirais, un peu trotskiste, c'est-à-dire qu'on fait passer l'intérêt électoral avant toute bienséance ou tout bien fondé républicain. Et on le voit dans la stratégie de Mélenchon et de tous ces sbires, si on peut le dire comme ça. Mais c'est très regrettable. C'est très regrettable parce que du coup, ça crée un relativisme total. C'est-à-dire que on n'est plus du tout dans une logique où on peut se rassembler sur un certain nombre de valeurs et de piliers. On a des divergences, on a des différences politiques. C'est normal, c'est une démocratie. Et il faut que cette démocratie vive. Mais il y a un socle commun. Et aujourd'hui, LFI
sort de ce socle commun. Et à contrario, et c'est ce qui est peut-être encore plus notable, c'est que par leur comportement et par leur prise de position, LFI donne à voir un Rassemblement national et une extrême droite qui serait éventuellement fréquentable. Et ça, on ne peut pas l'accepter non plus. Et c'est peut-être encore plus grave sur ce plan-là. On a vu beaucoup de voix de la communauté juive, des Français juifs de confession, qui disent mais finalement le Rassemblement national a été à nos côtés, c'est plus Jean-Marie Le Pen, c'est autre chose. Comment vous recevez là encore cette parole ? Moi je retiens Jordan Bardella qui la semaine dernière refusait d'accepter que Jean-Marie Le Pen était antisémite, avait été condamné pour antisémitisme. Je retiens que Philippe Vardon, dans le Sud, ancien responsable du GUD, néo-nazi déclaré, soit toujours proche du Rassemblement national. C'est ça le Rassemblement national aujourd'hui. Alors ils peuvent mettre des coups de peinture comme ils veulent, mais l'extrême droite reste l'extrême droite, restera l'extrême droite, et nous la combattrons fermement. Et pour revenir un petit peu sur Jean-Luc Mélenchon, c'est vrai que il y a un peu de deux poids deux mesures, c'est-à-dire qu'à un moment donné, sur cette manifestation, quand il dit on ne participe pas parce qu'il y a l'extrême droite, ça ne le dérangeait pas de participer il y a quelques années contre la réforme des retraites, aux côtés du Rassemblement national, en tout cas dans la même manifestation que le Rassemblement national. Donc on voit que à chaque jour suffit sa peine pour M. Mélenchon. Est-ce que le LFI est toujours dans la République, en tout cas dans un comportement républicain ? Alors je ne mettrai pas toute la France insoumise dans le même panier. On voit qu'il y a des voix qui ont divergé, que ça soit d'ailleurs Raquel Garrido qui a été sanctionnée, même Clémentine Autain, François Ruffin qui ont manifesté à Strasbourg dimanche dernier. Donc on ne met pas tout le monde dans le même panier. Mais c'est vrai que la tête dirigeante et on va dire l'ensemble de la garde rapprochée de Jean-Luc Mélenchon et Jean-Luc Mélenchon sont dans cette logique-là. Et c'est dangereux pour la République. On entend des voix, là aussi, qui s'expriment dans la presse, parfois sur les réseaux sociaux, alors même si tout ce qui passe sur les réseaux sociaux n'est pas parole d'évangile, mais qui s'inquiètent du climat délétère aujourd'hui en France, du climat politique aussi. On voit les passes d'armes à l'Assemblée nationale, elles sont parfois un peu rudes, rugueuses même. On entend parler de ça, de là, de guerre civile, de danger, d'expansion, de communautarisme. On a une espèce de mélange un peu des genres. Est-ce que là, à un moment donné, il faudra siffler la fin de la partie et remettre la République au centre? Je suis complètement d'accord, mais c'est, je pense, ce qu'essaye de faire le président de la République, ce qu'essaye de faire la Première ministre, ce qu'on essaye de faire, nous, les élus qui se retrouvent dans les valeurs de la République. Et donc oui, il y a des sujets sur lesquels on peut être en désaccord. Il faut qu'on soit en désaccord parce que c'est la démocratie, parce que c'est important d'avoir ce débat-là à l'Assemblée et dans les différentes assemblées territoriales aussi, au Conseil régional pour moi, ou dans différentes communes, etc. Mais c'est vrai qu'il y a ce climat qui est tendu, et donc moi j'appelle aujourd'hui aussi à tous ceux qui sont républicains de se battre pour cela et d'être auprès de nos concitoyens aussi pour expliquer, pour être au contact, pour parfois aussi déminer un certain nombre de sujets, parce que c'est vrai que les réseaux sociaux exacerbent de fait, par leurs algorithmes, on va dire les positions radicales, et donc ça a une tendance aussi à conduire à avoir un débat public de plus en plus polarisé. De plus en plus polarisé, de plus en plus où les personnes, parce que il y a les réseaux sociaux qui les emmènent à toujours être dans les mêmes boucles avec les mêmes personnes, et toujours d'accord, à penser que leurs opinions sont forcément une vérité. Et ça, c'est un vrai sujet même pédagogique aujourd'hui et de société pour justement recréer cette capacité de dialogue entre les uns et les autres.
C'est aussi le rôle des médias, on pourrait le rajouter pour essayer de renouer le fil du dialogue et d'essayer de ne pas jeter justement d'huile sur le feu. D'un point de vue politique, il y a aussi cette loi immigration qui arrive, alors j'allais presque dire au mauvais moment, étant donné le climat, qui va arriver à l'Assemblée nationale, qui va être examinée début décembre. Est-ce que c'était utile de revoir une fois encore les conditions d'immigration en France ? Moi, ce que je retiens, c'est qu'il faut qu'on avance sur certains sujets. Le texte qui a été adopté au Sénat ne nous va pas. L'arrivée à l'Assemblée, c'est pour préciser, qui a été durci avec des articles. Moi, j'ai lu certains articles. Ça m'a même posé question sur. On pense à l'AME entre autres. L'AME, effectivement, la modification. Et ça, on se battra là. Enfin, en tout cas, les parlementaires de la majorité dans des sens se battront à l'Assemblée pour remettre cette aide médicale d'État. Je crois qu'il faut qu'on se batte pour le fameux article 3 aussi, c'est-à-dire le fait de régulariser les salariés qui sont dans les métiers en tension. Et je le dis d'autant plus ici en Bretagne, où on sait qu'on a dans le bâtiment, dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans le service à la personne, des besoins importants. Et c'est aussi ce moyen d'intégrer par le travail et par le contact social, par l'environnement social. Et ça, c'est très très important. Et effectivement, je crois que c'est sur ces sujets-là, moi, que j'ai envie d'insister. Est-ce que ce sera une loi qui permettra de résoudre l'ensemble des problèmes dans toutes les situations précises, etc. Une loi, c'est jamais parfait. Par contre, on va avancer sur ces sujets-là et à mon sens, c'est important. Alors, il y a une peur de l'autre. Alors, en Bretagne, on est une terre d'accueil. Et il y a beaucoup de migrants, on pourrait parler de réfugiés qui viennent ici en Bretagne trouver un peu de paix et travailler aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut aussi travailler sur la pédagogie ? Vous l'avez un petit peu dit, Christian Bréhier, mais travailler sur la pédagogie, l'accueil de l'autre, pour qu'il n'y ait pas la peur de l'autre, finalement. Oui, alors ça, je pense que c'est la responsabilité aussi de chacun. C'est la responsabilité des parents dans leur éducation. Ça peut être aussi à certains égards la responsabilité de l'école, qui est aussi un lieu qui permet aux individus de s'élever, de s'éduquer, d'être en contact avec l'autre au quotidien, d'apprendre à accepter la différence, quelle qu'elle soit. Et donc oui, ça c'est aussi... c'est un sujet sur lequel il faut que chacun travaille. À mon avis, on ne peut pas tout attendre des institutions non plus, et la responsabilité individuelle des uns et des autres doit jouer à plein dans ce sujet-là, du rapport à l'autre et du rapport à la différence, à l'altérité, etc. Dans ce chahut politique du moment, cette situation compliquée, on continue à avancer sur les échéances. On parle déjà de la présidentielle, c'est peut-être un peu prématuré, mais on parle plus près de nous, parce que ça va arriver très vite, en juin 2024, des élections européennes. On sait l'attachement de Renaissance à la construction européenne, à faire avancer beaucoup de dossiers en Europe, et ça concerne en priorité la Bretagne. Là, je vais m'adresser aussi au conseiller régional que vous êtes. J'imagine que vous êtes déjà en ordre de marche, j'allais dire vous êtes en marche, mais ça c'était facile pour le jeu de mots, mais pour déjà ces élections européennes et pour porter de grands dossiers. Est-ce qu'il y a des dossiers finalement qui concernent peut-être la Bretagne plus précisément, qui sont prioritaires ? Alors déjà oui, nous sommes en ordre de marche. On se réunit demain à Morlaix pour notre campus régional qui aura une teinte européenne importante. La Bretagne, c'est une terre pro-européenne. Nous, notre souhait, c'est de porter ce message pro-européen, qui n'est pas un message BA, parce qu'il y a des sujets éminemment importants pour l'Europe, pour la France, pour la Bretagne. C'est le cas, par exemple,
de la déclinaison du pacte vert pour faire en sorte que notre Europe, notre France et notre Bretagne soient décarbonées à horizon 2050. Ce sont des gros investissements dans les transports, dans l'agriculture, pour la réindustrialisation de la France. Ce sont des sujets qui sont éminemment importants, qui sont portés aussi depuis de nombreuses années, en tout cas depuis 2019, par la délégation Renaissance au Parlement européen. Je pense aussi au sujet de la pêche. On a la chance aujourd'hui d'avoir Pierre Karleskind, qui est député européen, qui est brestois, breton, et qui est président de la commission de la pêche au Parlement européen. C'est un atout considérable quand on sait le sujet qui est celui de la pêche pour les criées bretonnes et particulièrement les criées de Cornouailles. Il y a une grande inquiétude sur la pêche aujourd'hui, sur le devenir de la pêche ici en Bretagne. Tout à fait. Alors après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est quand même que l'État et le gouvernement sur le sujet a été le plus accompagnant des États européens vis-à-vis des pêcheurs. Ce sont plusieurs dizaines de millions d'euros qui ont été débloqués en aide d'urgence. C'était aussi les aides Covid, les aides sur le carburant. Et aujourd'hui, le gros enjeu pour la pêche bretonne, c'est de pouvoir engager sa transition énergétique. Parce qu'on voit que les bateaux consomment... Enfin déjà, on a une flotte de pêche en Bretagne qui a environ 30 ans. C'est-à-dire que les bateaux sont assez vieux. Il y a un besoin de les rénover, de faire en sorte que les jeunes qui arrivent aussi dans le métier puissent avoir des outils de travail plus confortables, plus performants énergétiquement. On parle du sujet des hydrogènes qui doit arriver à maturité dans quelques années. On y travaille. Mais en tout cas, il faut engager ce sujet-là. Et c'est des beaux sujets territoriaux aussi, parce que quand on se dit aujourd'hui qu'on va avoir de la production d'énergie renouvelable en Bretagne via des parcs éoliens en mer, s'imagine aussi dans les ports bretons des capacités à produire de l'hydrogène à base d'électricité produite sur les parcs éoliens et qui pourrait servir derrière à alimenter les bateaux de pêche en hydrogène vert. Et donc là, on aurait un écosystème territorial de production d'énergie qui serait vertueux. Et c'est ce sur quoi il faut qu'on avance. Et donc, effectivement, l'Europe, là-dedans, a tout son rôle à jouer, de par les normes qu'elle édicte, de par la protection aussi de son marché européen vis-à-vis de géants comme les États-Unis ou la Chine, et de par les subventions qu'elle donne à travers les différents fonds, qui sont d'ailleurs gérés en partie par la région Bretagne. Alors, l'énergie, c'est un sujet, en 2 mots, il nous reste un peu plus de 10 minutes, l'énergie, c'est un sujet parce qu'on l'a vu avec la tempête qui nous a touchés, quand on n'a pas d'électricité, c'est difficile d'avoir une vie moderne, si vous me permettez le terme, et une vie tout court. Il y a encore, au moment où l'on se parle, quelques foyers qui ne sont pas alimentés. Donc là, voilà, on pense à eux en ce moment. L'énergie, c'est un point crucial pour la Bretagne. On parle souvent du block-out, on se dit, voilà, si un jour on a un hiver froid, la Bretagne n'aura pas d'énergie, mais il y a un refus du nucléaire. Est-ce qu'il faudra à un moment trouver un accord pour que ce mix énergie nouvelle, nucléaire, puisse exister ici en Bretagne? Alors déjà, revenir sur la question de la tempête, parce que c'est vrai que c'est un questionnement de beaucoup de Bretons, notamment par rapport aux conséquences de cette tempête. L'État sera au rendez-vous. Il y a eu des annonces déjà faites par le ministre de l'Agriculture. On a reproché à l'État de ne pas avoir déclaré la Bretagne en situation de catastrophe naturelle. Oui, non, mais ça c'est parce qu'en fait légalement on ne peut pas le faire, parce qu'on était sur une tempête et pas un ouragan. Et donc par contre, là, le gouvernement travaille à la fois un accompagnement dédié pour les agriculteurs, mais aussi un fonds spécial pour justement accompagner et pour faire en sorte que, quand bien même nous ne soyons pas dans les cases de la déclaration de catastrophe naturelle, on puisse quand même accompagner ceux qui en ont besoin. Donc ça, c'était sur le sujet d'actualité. Mais un sujet qui est tout en ton actualité, c'est l'autonomie énergétique de la Bretagne. Ça, moi, j'y travaille quotidiennement au conseil régional, parce que la région a son rôle là-dedans aussi. On avait un pacte électrique breton
en 2010, qui avait été initié par Jean-Yves Le Drian, dont plusieurs objectifs. C'était la centrale à gaz de Landivisiau, c'était l'engagement sur l'éolien en mer, un plan sur le photovoltaïque, un volet aussi fort sur la sobriété énergétique. On est en 2023, bientôt en 2024. On a certaines programmations nationales qui arrivent avec un objectif européen de neutralité carbone à horizon 2050. Donc moi, ce que je porte aujourd'hui au Conseil régional de manière continue et avec beaucoup d'envie et de pugnacité, c'est le fait qu'on ait un pacte énergétique breton horizon 2050. Pacte électrique en 2010, là, pacte énergétique où il faut qu'on travaille sur d'autres approvisionnements en énergie, l'hydrogène, la question du gaz et notamment du gaz naturel liquéfié et du gaz vert, avec les enjeux de méthanisation, les enjeux aussi un peu moins connus mais de pyrogazéification, c'est des choses un peu plus techniques, mais en tout cas, il y a en Bretagne de vraies possibilités, et de vraies possibilités sur de l'énergie verte. De l'énergie verte, on sait qu'effectivement, vous me posez la question du nucléaire. La question n'est pas aujourd'hui d'implanter une centrale nucléaire comme il y en a à Penly ou à Flamanville. La question est plutôt de se dire comment on va profiter des atouts de la Bretagne pour produire une énergie verte et pour réduire notre dépendance énergétique. Et donc, c'est utiliser la mer et utiliser notre modèle agricole et nos ressources bretonnes. Alors la région fait beaucoup aussi pour le transport, c'est un des grands enjeux là où les mobilités. Ça me donne une petite transition finalement. L'hydrogène pourrait servir à alimenter les trains, les TER qu'on voit sillonner nos campagnes et la Bretagne. Alors le train, on est plutôt sur l'électrique. Mais c'est vrai que sur certaines lignes, il peut y avoir des expérimentations intéressantes sur des trains hydrogène, des lignes du quotidien. Effectivement, alors il y a déjà des travaux qui sont menés par certaines entreprises là-dessus. Donc effectivement, ça peut être un moyen d'avitaillement, mais quand même pour le train, on reste plutôt sur une logique électrique qui est quand même le modèle le plus efficace là aujourd'hui. Alors la région, on entend beaucoup le président de région en ce moment. Je vous pose la question, je la pose quasiment à tous mes invités le matin, vous n'allez pas y échapper, Tristan Brillié. L'autonomie de la Bretagne, c'est quelque chose qui demain peut s'envisager. On a entendu le président Chenet-Girard dire et pourquoi pas nous si l'accord s'obtient. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable pour demain? Alors à la région Bretagne, notre groupe, et moi-même j'ai participé à un groupe de travail qui a été mené sur plusieurs mois sur cette question-là, un groupe de travail transpartisan où juste le Rassemblement national n'était pas. Un rapport a été remis. Moi je pense qu'on peut avoir un débat sur plus d'autonomie pour la Bretagne, mais il faut aussi qu'on se rappelle l'essentiel, et l'essentiel pour les Bretonnes et les Bretons, c'est comment nos politiques publiques sont efficaces. Il y a un principe qui s'appelle le principe de subsidiarité, c'est-à-dire de dire que l'action publique soit faite au plus près tant que c'est le plus efficace. Aujourd'hui, on voit qu'il y a certains sujets, comme le logement par exemple, la santé, qui sont des sujets où on a des politiques nationales qui parfois peuvent être incohérentes par rapport à des réalités locales. Donc sur ces sujets-là, je pense qu'il faut qu'on arrive à avancer, à donner de l'air et à faire respirer les territoires pour leur donner plus de marge de manœuvre et plus de possibilités d'agir. Et cette possibilité d'agir, elle passe aussi par la question des ressources. Et à mon sens, on arrive peut-être au bout d'un cycle sur la question de la fiscalité locale, et un des gros sujets des prochaines années sera celui de remettre à plat la fiscalité locale, à la fois celle des régions, mais je pense aussi celle des collectivités territoriales dans leur ensemble, pour justement mettre en cohérence cette respiration peut-être sur certaines compétences avec le levier
financier qui est très important parce que au final, c'est l'argent le nerf de la guerre. On entend d'ailleurs souvent les présidents de région, y compris ici le président de la région Bretagne, se plaindre que finalement un budget régional c'est petit, c'est pas grand-chose comparé à d'autres régions européennes. Est-ce que justement réformer la fiscalité régionale, ça pourra permettre de lever en tout cas des fonds beaucoup plus important et de permettre aussi aux habitants des dites régions, et là je fais un peu de chauvinisme aux Bretons, de pouvoir avoir de meilleurs services publics, d'avoir en fait une cohérence territoriale également? Je ne sais pas si aujourd'hui l'objectif est de faire des régions françaises des régions aussi puissantes que les Länder allemands, parce qu'on a un modèle français qui est historiquement différent. Pas un État fédéral. Moi, je pense pas qu'il faut qu'on aille vers un État fédéral. En revanche, il faut qu'on travaille à une meilleure, on va dire, adéquation entre un État central qui a aussi son importance et sa on va dire légitimité et sa puissance qui fait que par exemple sur des sujets comme le Covid, on était aussi bien content d'avoir quand même un État central fort, mais également des régions qui montent en puissance. Alors effectivement, ce sera monté en puissance aussi sur le plan, je pense, financier. Mais ça, ce sont des choses qui devront aussi être on va dire, discutées de manière plus globale dans le cadre peut-être d'une réforme territoriale ou d'une réforme constitutionnelle à venir. Ça peut être partie du sujet. Mais de là à avoir des régions françaises aussi puissantes que des Länder allemands, je pense que ce ne sera pas tout à fait ça. Et c'est peut-être pas dans la mentalité des Français, ou peut-être même des Bretons, voilà, d'avoir ce côté fédéral? Non, parce qu'en fait, je pense qu'il ne faut pas non plus rentrer dans le c'est toujours mieux en changeant. C'est-à-dire qu'on a quand même, enfin, il faut quand même retenir que l'État français, voilà, de par les politiques publiques qu'elle mène, a son efficacité. Et on a un modèle qui permet aussi d'avoir des politiques publiques efficaces dans les territoires. Et on le voit tous les jours. Par exemple, je prends quelque chose qui touche au quotidien des Françaises et des Français, et des Bretonnes et des Bretons, c'est la question des France Service, par exemple. France Service, on met en place des services publics auprès de nos concitoyens. Ça, c'est quelque chose de très important. Et donc, une bonne collaboration entre les territoires et l'État, c'est la clé, à mon sens. Et c'est là-dessus que l'on va conclure. Tristan Breillet, conseiller régional de Bretagne, président du parti Renaissance dans le Finistère. Et vous le disiez, je rappelle, le campus régional de Renaissance à Morlaix demain, samedi. Voilà, avec un programme européen, on va dire. Un programme européen et 200 militants. Le ministre Berville qui sera là également. Merci infiniment d'avoir été avec nous en direct ce vendredi matin. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.